Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est le dessinateur Zep. Bonjour Zep, merci d'être avec nous, le papa de ce petit livre que nous venons de recevoir, le guide du zizi sexuel. Alors, il n'est pas tout nouveau parce que le zizi sexuel, j'ai découvert ça il y a 19 ans, le papa de Titeuf, que vous avez, ce personnage que vous avez créé avec sa petite houppette. Le guide du zizi sexuel, oui, 19 ans, nouvelle édition, donc il y a des choses nouvelles. Ça vient de paraître. Bien sûr, ça vient de paraître chez Glénat. Je donne le nom de l'éditeur qui vous suit depuis très longtemps. Vous l'avez coécrit avec Hélène Brulaire, qui a écrit les textes. Vous avez fait les dessins qui amènent une touche humoristique, évidemment, à un sujet qui n'est pas toujours évident. Donc, oui, quand j'ai lu le dossier de presse, je me suis dit, tiens, un nouveau guide du zizi sexuel, est-ce qu'il y a des choses qui m'auraient échappé et qui ont changé en 19 ans ? En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses en refaisant cette édition. Oui, en 19 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour parler de l'éducation sexuelle aux enfants, il y a 19 ans, on parlait très peu d'Internet. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur. Tous les enfants sont connectés. On sait que tous les enfants sont beaucoup confrontés à des images de pornographie. Ça devient peut-être même leur principal éducateur sexuel. Donc, c'est important de parler de ça, de mettre un discours, d'expliquer les choses, puisque c'est vrai que on sait qu'à l'adolescence, on est beaucoup dans le souhait de se conformer, de faire comme les autres. Donc on va imiter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, imiter ce qu'on voit sur les sites porno, sans forcément en ressentir ni le désir, ni une certaine dignité en le faisant. Donc c'est important de beaucoup parler de ça. Et puis, même sur des sujets puisqu'on démarre sur des sujets plus enfantins, qui sont vraiment autour de l'amour, qu'est-ce que c'est être amoureux. Là aussi, il y a des nouvelles choses. Il y a ce terme de consentement. Être d'accord, le chapitre 7, effectivement, avec ce petit dessin d'une petite fille qui reçoit un cœur et Titeuf et son copain disent « j'ai l'impression que c'est non ». Il dit « tu crois ?» Donc, il y a être d'accord. Il y a aussi la thématique des LGBT que vous évoquez. Oui, de tous les genres en fait LGBT, de tous ces nouveaux genres. Alors on développe pas tout mais tous ceux qui font partie, disons, du vocabulaire que les enfants entendent assez régulièrement. Titeuf n'est pas homosexuel, ou ça serait un scoop. Alors Titeuf, il le sait pas encore puisqu'il est à l'âge où c'est pas encore. Il est justement dans cette préadolescence où on se pose beaucoup de questions. Mais disons qu'il a l'air plutôt hétéro parce que ça fait quand même 25 ans qu'il est amoureux de la même fille. Donc il est. Comment ça vous est venu l'idée d'expliquer l'éducation sexuelle aux enfants ? Alors moi j'ai grandi, je suis d'une génération où on avait le manuel des Castors Junior, qui était vraiment une référence. Et quand Titeuf a commencé à devenir un personnage qui avait un certain succès ici, j'ai eu envie de faire mon manuel des Castors Junior, donc un bouquin qu'on pouvait se passer entre copains à l'école, qui était plein d'informations marrantes et qui permettait d'épater un peu les parents et les profs parce qu'on connaissait des choses qu'eux ne connaissaient pas. Et il m'a semblé que le thème qui était peut-être à explorer, justement, qui était peut-être plus proche du personnage, c'était les questions autour de l'amour et de la sexualité. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'éducation sexuelle à l'école se faisait beaucoup, et se fait toujours d'ailleurs beaucoup, par le biais de la prévention. Donc on parle beaucoup des dangers, des pédophiles, des prédateurs sexuels, des maladies, ce qui est vachement important. Mais c'est vrai qu'on en fait un sujet très anxiogène, alors que c'est un sujet aussi qui est hyper rigolo et dont on a besoin justement de s'amuser à cet âge-là. Est-ce que, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des enfants ou des ados qui ont écrit à Titeuf pour parler de leur sexualité ou pas ? Alors, il y a des enfants qui écrivent, ils m'écrivent à moi, mais parfois, les plus jeunes écrivent à Titeuf. Alors, pas pour parler de leur sexualité, mais pour parler parfois de leurs questions, leurs histoires d'amour. Il y en a qui envoient des conseils à Titeuf. Il y a pas mal de filles qui ont écrit à Titeuf pour dire écoute, il faut que tu fasses comme ça avec Nadia, parce que ça va lui. Là, c'est vraiment. C'est clair qu'il est un peu le contre-exemple de ce qu'il faut faire pour plaire à une fille. Pour plaire à une fille, donc on lui donne des conseils. Succès incroyable quand même de Titeuf. Vous avez vendu, je crois que c'est plusieurs millions d'albums, 25 millions d'albums de Titeuf. C'est phénoménal. C'était inattendu, mais non, pas inattendu. Mais comment il est venu ce personnage ? Si on refait Alors graphiquement, c'était un personnage sur un bout de papier parmi plein de recherches de tête. Et puis il est né à un moment où j'avais
j'avais multiplié beaucoup de projets qui étaient refusés par les éditeurs. Et je me suis dit, bon, décidément, ce que je fais plaît pas au monde éditorial. C'est pas dans ce qui est dans l'air du temps. Donc, je vais commencer. J'ai eu envie de faire une espèce de journal de mon enfance, parce que c'était l'âge auquel je m'étais promis de faire de la bande dessinée quand je serais grand. Et j'ai dessiné la cour d'école qui était sous ma fenêtre. J'ai dessiné mes copains de classe, Nadia, Hugo, Manu, Nadia. Elle existait. Ouais, elle existait. Elle existe toujours. Et puis, elle existe toujours, ouais. Et au moment de me dessiner moi, je me suis dit, si je me dessine moi, je vais avoir 3-4 souvenirs à raconter, mais je vais vite tourner en rond. Donc j'ai mis ce personnage qui était une sorte d'avatar qui me permettait de raconter des choses autobio, mais aussi de parler de l'enfance de manière plus large. Moi, elle me fait penser en fait au héros de Margerin, Ricky, mais comme si Ricky était enfant, pour ceux qui ont lu cette BD de ce recueil. Ça me fait un peu penser à ça. L'expo du zizi sexuel qui avait eu lieu à la Villette a eu connu aussi un succès phénoménal. Il y a une autre expo qui est prévue ou pas? Alors, pour le moment, non, parce que le livre est sorti, vient de sortir, donc on verra si ça nécessite de refaire une exposition. Mais oui, c'était un beau projet. Cette expo, elle a tourné pendant presque 10 ans. C'est qui vos maîtres en BD? Qui vous admiriez quand vous étiez... Alors, on rappelle, j'ai reçu un livre qui rend hommage à Gottlieb, et vous avez sélectionné une de vos BD d'ailleurs préférées. Gottlieb, c'est un des principaux. J'aime beaucoup Margerin aussi, dont vous parliez. C'est marrant parce que l'éditeur qui a découvert Titeuf, Jean-Claude Camano, j'avais lu une interview de lui où il disait, voilà, maintenant pour les années 90, donc c'était une interview qui date des fins des années 80, le héros qui a marqué les années 80, c'est Lucien de Margerin, et maintenant on cherche celui qui va être le personnage des années 90. Alors moi j'avais une question indiscrète dans votre livre, page 12. Il l'a touché. Alors est-ce que je sais tout par cœur? Il y a différents baisers. Alors moi je voulais savoir quel est votre baiser préféré. Alors il y a le baiser tendre, le baiser baveux, le baiser métal, le baiser explosif, le baiser agressif, le baiser contagieux qui est d'actualité, le baiser distrait ou le baiser passion. C'est quoi votre baiser préféré à vous? Le baiser passion forcément. Il faut savoir que le baiser métal, c'est pas le baiser pour les fans de métal, mais c'est ceux qui ont un appareil dentaire. Ah voilà, c'est le choc. Voilà. Et Valérie, juste avant, vous savez quel est le record du plus long baiser du monde? Non. C'est aussi dans le livre. 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. 58 heures, vous imaginez, plus de 2 jours comme baiser. Ils ont tout vécu en une fois. C'est incroyable. Pourquoi elle lui mange le zizi? Peut-être que ça donne faim. C'est quand même du sport. Comment vous avez travaillé justement avec Hélène Brûlère? Elle a écrit les textes, vous avez illustré après. On collecte. D'abord, on collecte les questions. Donc toutes les questions sont des questions d'enfants. Sortir avec quelqu'un, c'est quoi? Après, on classe par chapitre. Alors bon, on a gardé le chapitrage du premier guide, mais on a rajouté deux nouveaux chapitres. Et puis, on collecte les questions. Alors, soit par des équipes avec qui on a collaboré, qui font ce travail d'éducation sexuelle dans les classes, soit sur une page Facebook, on avait aussi fait un appel aux questions, donc où des parents envoyaient des questions en disant « ce serait bien que vous répondiez à ça, parce que je sais pas quoi dire à mon gamin ». Et puis après, voilà, Hélène écrit les textes. Là, elle a travaillé aussi avec tout un comité de spécialistes qui l'ont aidé notamment pour toutes les nouvelles thématiques. Et puis après, voilà, moi, je fais le travail de dessin, d'illustration, et puis de trouver des petits gags d'animation pour le livre. Ce qui est formidable, c'est que c'est extrêmement, et c'est le but, pédagogique, simple, rigoureux. Donc c'est ce tour de force qui est réussi dans ce guide du zizi sexuel, c'est qu'il y a les dessins qui dédramatisent, et puis il y a le texte qui est extrêmement précis et qui répond effectivement à toutes les questions que les enfants peuvent se poser, les enfants, les ados. C'est à quel âge vous le conseillez? On le conseille dès 9 ans. Ouais. Et puis après, voilà, jusqu'à nonchalamment, 77 voilà, ans pour prendre la formule. Et moi, il y a un dessin qui m'a fait rire. On a évidemment plusieurs comme vous y allez. Mais il y a évidemment les organes qui sont dessinés, parce qu'on apprend les organes. C'est quoi un clitoris, par exemple? Et alors, par exemple, on voit évidemment un sexe masculin avec le gland, le corps du pénis. Et puis en dessous, il y a un petit bonhomme. Et puis il y a la partie génitale qui est entourée. Il y a écrit « Vous êtes ici », comme dans le bus ou le métro. Et voilà, des choses très très drôles dans ce livre. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que Titeuf existe dans plusieurs pays? Est-ce qu'il s'est exporté? Et comment il s'appelle dans les autres pays, Titeuf?
il s'appelle Titeuf presque partout. Il est traduit dans une trentaine de langues. 25-30 pays, j'ai vu. Ouais. Donc ça doit faire plus que 30 pays parce que rien qu'en langue française, ça en fait déjà. Mais il s'appelle Titeuf presque en toutes les langues, bon, sauf les langues asiatiques. Alors là, je peux pas vraiment vous dire. Mais en anglais, il s'appelle Touteuf. Ah, incroyable. Voilà, il voulait pas l'appeler Titeuf parce que Titeuf, ça a un côté pince-nénet. Donc, ils lui ont changé le nom. Mais autrement, dans toutes les langues, il a le même nom. Il se prononce un peu différemment. En allemand, c'est Titeuf. Et est-ce que le guide du zizi s'est exporté ou il y a des pays où c'est très compliqué de parler de sexualité et vous n'avez pas pu l'exporter là où vous le vouliez? Alors, ça change selon les années. Par exemple, la première édition du guide du zizi sexuel a été traduite dans énormément de pays, même en Chine. D'accord. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, la Chine réédite le guide du zizi parce que le climat s'est un peu durci par rapport à l'éducation sexuelle. Ça dépend, en fait, si les pays changent. Il a été très popularisé au Brésil grâce à Bolsonaro qui est parti en croisade contre le guide du zizi sexuel. Ah oui, carrément. Qui voulait le faire interdire, ce qui a fait une grosse promo au guide. Et il a réussi ou pas? Ou on le trouve au Brésil, il a pas réussi. C'était quoi son argument? Alors pour lui, c'était un manuel de dépravation des mœurs parce que on explique des choses et lui, il est plutôt partisan du tabou. Ouais. C'est un discours qu'on entend assez souvent, qu'on a entendu en France aussi quand il y a eu l'exposition à la Cité des Sciences. Il y a des manifs il y avait eu des manifs pour faire interdire l'expo. Enfin, que le président du Brésil s'intéresse aux zizi sexuels, c'est quand même. C'était assez drôle. Il y a même une vidéo où on le voit. Donc il y a une page où on mime l'acte sexuel en mettant son doigt dans un trou et donc il est là et il fait ça. Il est en train de faire ça avec le guide en parlant très très fâché face caméra sur sa page Facebook. C'est assez étonnant. C'est assez fou. Est-ce que vous avez eu des limites dans le livre? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites non, ça on va pas le mettre? Ben non, en fait, toutes les questions qu'on a recueillies d'enfants, on les a traitées. Ce qu'on a enlevé, c'est que parfois, il y a des doublons, il y a des questions, plusieurs questions qui sont rassemblées en une seule, mais on s'est jamais dit qu'une question d'enfant était inappropriée. Je pense qu'à partir du moment où il pose la question, il n'y a pas de raison de ne pas lui répondre. Après, c'est la manière dont Hélène va écrire le texte pour répondre de manière compréhensible pour un enfant. Et puis, qu'on reste dans des mots et dans des schémas qui peut comprendre. Je disais, le guide du zizi sexuel à 20 ans, 19 ans, c'est ça exactement, la première édition. Il y a donc des gamins qui aujourd'hui ont 30 ans, qui l'ont découvert quand ils avaient 9 ans. Vous les avez vus, ceux-là? Je les vois souvent en dédicace. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette nouvelle édition. C'est qu'il y a beaucoup d'anciens lecteurs du guide qui viennent, qui me disent voilà, c'est un livre qui a été important pour moi, qui m'a accompagné. Je viens l'acheter pour mes enfants. Donc c'est assez touchant et je me disais c'est d'autant plus urgent de dire que ce guide a le droit de continuer à vivre, mais s'il continue à vivre, il faut faire une vraie mise à jour. Il faut avancer. Et Titeuf, prochain album? C'est au mois de juin, l'année prochaine. Au mois de juin. Bon. Vous travaillez comment? Vous travaillez tous les jours. Enfin, pas aujourd'hui, parce que je suis chez vous. Mais tous les jours, et vous avez des horaires? Moi, j'aime bien savoir, comme les écrivains, les dessinateurs travaillent. Mon atelier est chez moi, donc vraiment, je me lève, je vais travailler. Et comme au bureau, quoi. C'est plus qu'un bureau, parce que c'est un bureau à la maison. C'est comme le confinement, en fait. C'est qu'on travaille plus, on ne s'arrête jamais. Et vous arrêtez jamais? Non. Et vous avez su depuis tout petit que vous vouliez être dessinateur de bande dessinée? Oui, avant de savoir ce que ça voulait vraiment dire, parce que j'avais personne dans mon entourage qui faisait ce métier, mais j'avais des bandes dessinées à la maison, mes parents lisaient aussi de la bande dessinée, donc c'était pas une lecture honteuse ou c'était plutôt quelque chose qui était valorisé dans la famille. Et je savais que j'avais envie de faire ça. Je savais pas vraiment comment j'allais y parvenir. Moi, je savais que j'avais envie de faire la semaine prochaine, on va recevoir dans l'émission Jules, qui a repris Lucky Luke de Goscinny. Est-ce que vous accepterez, après votre mort, que quelqu'un d'autre dessine Titeuf ou c'est votre œuvre à vous et personne ne touche à Titeuf? Non, personne ne doit reprendre. Non. Je suis assez contre ce principe de reprendre des personnages. Je trouve que c'est pas bien. J'ai l'impression qu'on les empaille, en fait. J'ai l'impression qu'on on en fait autre chose. C'est comme si on demandait... c'est un petit peu comme quand vous êtes habitué à une série télé avec des personnages que vous adorez, qu'on change vos acteurs. C'est l'imitation. Alors, on peut faire de l'imitation hyper bien. En l'occurrence, on engage souvent des gens hyper talentueux pour le faire. C'est le cas de Jules, qui fait un travail magnifique
sur Lucky Luke, mais je trouve qu'il faut accepter que des personnages sont associés à un auteur. Ouais. Et que quand l'auteur est plus là, ben voilà, il faut faire place à des nouveaux personnages. Ça me semble assez normal. Je suis d'accord, moi, totalement d'accord avec vous. Et je trouve que ça n'a jamais été très réussi, Lucky Luke, quel que soit. C'est toujours décevant. Enfin, toutes les reprises, tout le monde dit c'est pas. Parce que même si c'est très bien fait, c'est comme si tout à coup il avait plus la même voix, il bougeait pas exactement pareil. Pourtant, c'est un travail de fou. Hein, ceux qui font ça, c'est vraiment. Oui, il y a le dessin. Alors vous faites le dessin et les textes, mais quand on a Uderzo Goscinny, c'était Goscinny, donc il y avait ce couple qui fonctionnait. Et c'est vraiment, c'est des personnes c'était des personnalités fortes tous les deux. Donc autant dans le dessin que dans leur scénario, ils mettaient beaucoup d'eux-mêmes. Il suffit pas d'imiter pour que ce soit la même chose. Le guide du zizi sexuel, donc c'est sorti il y a quelques jours. C'est la nouvelle édition. Je suis incollable, Valérie. Oui, et formidable effectivement de parler du consentement, de parler de la pornographie, de parler du cyberharcèlement aussi, qui est évoqué dans ce guide du zizi sexuel. Donc, à conseiller, à mettre entre toutes les mains de vos enfants à partir de 9-10 ans, effectivement. C'est le cadeau de Noël idéal. Hein. C'est paru, voilà, chez Glénat. Merci beaucoup, Zep. Et on rappelle... qu'il est coécrit avec Hélène Brûlère, parce que voilà, c'est vous qui êtes là, mais il y a un gros boulot qui est fait aussi dans les textes de sa part. Merci à vous, merci d'être passé par Sud Radio. Merci, bonne journée. Bonne journée.